Vladimir Fedorovski, merci d'être venu à mon invitation pour le compte du Journal de la Corse, doyen de la presse européenne, dans cette veille terrible, peut-être d'une troisième guerre mondiale. Je suis fier d'être à côté de toi dans ton ambiance et je suis doublement fier de faire ça pour ce média qui nous marque tous. C'est vrai que la période difficile est difficile et la guerre frappe à nos portes. Je considère qu'aujourd'hui, on vit pas un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'Europe, de l'histoire de l'humanité, mais en tout cas le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. C'est plus grave que la guerre mondiale. Pourquoi c'est plus grave que la guerre mondiale? Parce que pendant la guerre mondiale, vous vous souvenez, pour rappeler, j'étais combattant de la liberté, j'ai travaillé beaucoup, vous vous souvenez, avec Gorbatchev, la perestroïka. J'étais un des fossoyeurs de la guerre froide. Vous savez que j'ai écrit physiquement au moins une vingtaine de traités. J'ai participé à la rédaction d'une vingtaine de traités qui ont prévenu le dérapage pendant la guerre mondiale. Aucun de ces traités n'existe plus. Il n'y a plus de fusibles. Pendant la guerre froide, il y avait des gens qui ont été marqués par la guerre. Ils ont participé autrefois à la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. Ils regardent la guerre dans l'ordinateur. Et puis, pendant la guerre froide, il y avait des contacts. Je n'ai pas le temps de vous raconter. J'ai participé à beaucoup de contacts confidentiels pendant la guerre froide et j'ai géré physiquement aussi les crises pendant la guerre froide, mais il y a toujours des contacts et des échanges. Aujourd'hui, rien de ça est là. Et j'ai senti ça depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps. Et moi, j'ai prévenu qu'on va vers les choses terribles. J'ai écrit même une célèbre chronique dans le Figaro à ce propos. Et je dois vous dire que, malheureusement pour moi, j'ai eu raison. Jamais on était si proche. Vous savez, il y a ces horloges symboliques aux États-Unis qui marquent à quelle distance nous sommes de l'Apocalypse, d'Armageddon. Habituellement, c'est à 5 minutes. Aujourd'hui, on est prêt à quelques secondes près de l'Apocalypse. Et c'est pour ça qu'il faut être très pointu. Et je voudrais aussi rajouter une chose. Pourquoi c'est si grave? Parce que c'est pour cette raison que j'ai publié franchement ce livre. Je vais en dire après quelques mots. Poutine, Staline et dialogue d'outre-tombe. On a été pendant ces 2 ans beaucoup dans l'approximation. Au début de la guerre, Poutine, il s'est trompé, et après l'Occident, ça saute aux yeux. Vous savez, ils ont dit qu'ils vont mettre, il y a un ministre français qui a dit que je vais mettre la Russie à genoux, l'économie russe à genoux en 2 semaines. C'est ridicule. L'Allemagne est en récession, vous connaissez la situation en France, en Corse c'est un peu mieux, mais quand même, la situation est dramatique sur le plan économique. Les sanctions, ils ont dit la Russie isolée. 85% de la population mondiale soutient les sanctions. Il y avait un sommet à BRICS, à Kazan, vous avez entendu parler de ça. Il y avait ce sommet qui a montré qu'il y avait 54% de la population qui était là, et Poutine a présidé cette assemblée. Bref, tout ça, ça nous donne les choses. Mais je voudrais rajouter quelques mots pourquoi ce livre Staline et Poutine maintenant. C'est un livre qui marche vraiment
beaucoup dans beaucoup de pays. Et 57e livre, mes livres en millions d'exemplaires, c'est plutôt le livre d'évasion. Cette fois-ci, c'est le livre assez grave, c'est un pari. Pari, pour moi. Parce que, vous savez, c'est pas évident de faire parler Poutine et Staline. Vous pensez que c'est inventé? Pas du tout. Rien n'est inventé. C'est une longue enquête sur ce que disait Poutine, surtout en petit comité, pour être franc, pendant ces 2 ans, 3 ans maintenant, de la guerre. Et pour Staline, malheureusement, je ne peux pas ressusciter Staline. Il y a une chaîne qui a dit « Vous êtes comme Nostradamus ». Pas du tout. Je n'ai pas ressuscité Staline, mais en revanche, ce n'est pas moi. Mais l'évolution de la situation a ressuscité en quelque sorte Staline sur le plan d'idées. Oui, alors justement, Vladimir, la situation d'aujourd'hui n'a jamais été aussi grave et cette accentuation, cette accélération de la guerre en Ukraine, avec le durcissement de la position du Kremlin, ça nous interroge. Il y a, tu le sais bien, une disparition de la lisibilité de l'Europe. Et c'est un euphémisme. On ne retrouve pas les dirigeants classiques qui avaient la manière, tu l'as dit. Je me souviens qu'au moment où il y avait la divergence franco-allemande sur l'Ostpolitik menée par Willy Brandt, Georges Pompidou avait été voir Brejnev. Mais aujourd'hui, il n'y a personne d'un niveau comparable pour comprendre et pour intervenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Cela veut dire qu'il y a une disparition de nos entités nationales par rapport au durcissement d'un conflit qui n'est plus simplement un conflit Est-Ouest, mais un conflit même pas idéologique, mais un conflit, je dirais, presque vital. Existentiel. Existentiel. Mais tu sais, tu as raison, tu as doublement raison. Tout d'abord, sur ce côté vraiment d'un grand danger, beaucoup plus grave qu'avant. Pourquoi c'est plus grave danger? Parce que les contacts, ça n'existe pas. Les choses se passent devant nos yeux et ça, c'est quelque chose de gravissime. Il y a le niveau, je reviens à ça, que c'est les gens qui n'ont pas connu la guerre, qui sont marqués par d'autres choses et qui sont marqués malgré par l'esprit de politiquement correct. Il y a un grand problème là-dedans, c'est une influence des soi-disant experts, c'est-à-dire, pour rigoler, je dis que c'est les anciens spécialistes de Covid qui sont devenus spécialistes de l'Ukraine, etc. Mais au-delà de ça, c'est vrai, ça c'est un énorme problème qu'il y a. Et deuxième aspect, c'est évident que dans cette affaire, il y avait depuis 2 ans, et je raconte ça, il y avait l'évolution, le changement de rapport géopolitique dans le monde. On assiste à une création du monde multipolaire. Je vous ai dit, 85% de la population mondiale ne soutient pas les sanctions. Et le vrai dindon de la farce, c'est l'Europe. Il suffit de regarder simplement les chiffres économiques. Je vous ai dit, l'Allemagne est en récession, vous connaissez comment ça se passe ailleurs. Tout ça, c'est évident. Dindon de la farce, une fois, le président français, il a dit que, parfois, il sort des phrases qui correspondent à la réalité. Il dit que la prospérité de l'Europe est terminée. J'étais étonné jusqu'à quel point il a eu un franc-parler par rapport à ça, mais c'est vrai, parce que la prospérité de l'Europe était basée sur 3 facteurs autrefois. C'est le gaz et le pétrole russe, qui étaient bloqués par les sanctions aujourd'hui, pas cher. C'est le main-d'œuvre chinois, pas cher, et ça n'existe plus. Et puis c'est l'absence de dépenses militaires qui est là. Et je pense que sur ce plan-là, il reste à réfléchir et surtout d'être très pointu dans l'analyse. Franchement, la publication de ce livre, Staline, Poutine, et je
dialogue ou d'outre-tombe est lié avec ça. Vous comprenez, moi, quand je parle souvent à la télévision, etc., moi, je suis trop poli. Parfois, je dis, quand les gens sont à côté de la plaque, je ne dis pas que vous êtes à côté de la plaque, parce que c'est n'importe quoi. Je dis que peut-être il faut nuancer. Et j'ai dit, comment je peux dire les choses d'une manière plus dure. Et j'ai mis ça dans le livre d'une manière directe dans la bouche de Staline. En fait, c'est Staline, vous allez lire ça, c'est les choses étonnantes. Pourquoi? Parce que pendant cette période, les gens prenaient leur désir pour la réalité. Les gens ont transposé leurs suppositions sur la réalité dure d'un conflit qui se passe devant les yeux. Si vous regardez sur l'Internet, j'ai parfois honte, pour être franc, parce que vous comprenez, les gens disaient les sanctions marchent, la Russie est nulle, que la Russie est terminée, que Poutine il va mourir, il a dit cancer, n'importe quoi. Vous comprenez? Et c'est n'importe quoi, je ne peux pas dire n'importe quoi. Et j'ai dit cette fois-ci dans le livre, je balance tout, et je vais vous dire, tu sais, tu as raison de marquer la gravité de la situation. Je rajoute encore un élément à ton excellente analyse. Je rajoute un élément du fait qu'il y avait un mélange entre la propagande et la politique réelle. Pendant la guerre froide, j'étais diplomate pendant la guerre froide, on faisait la distinction entre la politique réelle et la propagande. Les gens ne croyaient pas à la propagande. Quand ils s'occupaient de la politique, ils l'analysaient. Tu as cité le président Pompidou, quand il voyait, moi j'ai assisté à des négociations au plus haut niveau à l'époque, je dois vous dire que c'était vraiment des gens très réalistes, très pointus. Aujourd'hui, les gens mélangent les genres. En fait, dans la réalité, ils croient à leurs mensonges. Ce qu'ils mentent, ça ne me gêne pas autrefois, autre mesure, mais ce qu'ils croient à leurs mensonges, ça c'est quelque chose de trop grave. Et ce livre, le message de ce livre, parce qu'il y a portrait psychologique de Poutine, il y a les comparaisons, il y a les versions historiques, il y a l'analyse de l'évolution de la situation d'aujourd'hui, mais il y a cet élément qui est majeur, quand je peux dire d'une manière sans filtre, d'une manière crue, les erreurs d'analyse majeures. Pourquoi il faut le faire maintenant? Parce que tu as si bien remarqué au début qu'avant c'était un peu plus loin de l'apocalypse. Nous étions à quelques dizaines de mètres, centaines de mètres de l'abîme. Aujourd'hui, nous sommes au bord de l'abîme. Et dans ce contexte-là, il faut plus que jamais être pointu. Et pour être pointu, c'est pour ça que, encore une fois, on dit que rien n'est inventé. Moi, c'est une analyse très pointue de la situation réelle pour essayer de vous alerter sur ce côté dangereux de la situation. C'est-à-dire, Vladimir, tel que tu vois les choses et tel que je les vois, tel qu'on les voit, il y a un danger qui est un danger endogène, c'est le danger évidemment né des relations internationales et de l'agression de l'Ukraine par la Russie, mais ça aurait pu être autre chose, parce que tout pouvait permettre un débordement pareil en plus de cela. Il y a une forme d'amateurisme en Occident qui fait que les politiciens ou les politiques, pour être polis, ont perdu toute réalité, tout sérieux, toute connaissance pour avoir perdu le sens de l'histoire. Le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas tellement le renouvellement des élites, elles ont disparu pour l'essentiel. Il y en a, mais elles ne sont pas vos affaires. Mais est-ce qu'on ne peut pas croire que parce qu'il y a ce vide sidéral de la connaissance politique, ce vide de l'analyse, ce vide de la connaissance nationale, que l'Europe a commencé à se vider de sa propre substance qui lui permettait de dominer, c'est-à-dire la connaissance et la culture, on arrive naturellement à la disparition de cette entité, y compris l'entité conceptuelle, c'est-à-dire que le monde grec est en train aujourd'hui d'agoniser devant nous. Je vais te dire, le problème, tu as raison, mais le problème est double là-dedans.
Le premier problème, j'ai constaté ça quand j'étais professeur à HEC. J'étais longtemps professeur à HEC et avant, il y avait des velléités des gens qui ont voulu aller dans la politique. Aujourd'hui, les meilleurs ne vont pas dans la politique. C'est ça. Ça, c'est un problème qui existe. La politique est discréditée. La notion de politique est discréditée. Deuxième chose que tu as très bien saisie, c'est qu'il y a le problème de l'incompétence et du fait que l'enseignement n'est pas étranger, franchement. Ça, on forme les gens d'une manière unidimensionnelle dans la réalité. Tu as parlé de la culture générale. Moi, j'ai souvent été, quand je donnais souvent des bonnes notes à mes étudiants, parce que j'étais élu une fois le professeur le plus populaire à HEC. Pourquoi? Parce que je donnais des bonnes notes. C'est bien sûr. Mais j'étais étonné d'une chose, parce que quand on était dans les fiches qu'on donnait, les étudiants ont été tout à fait dans les choses. Et l'élite était formée par comme ça. L'élite est dimensionnelle. Dès que vous sortez des fiches, des idées préconçues, ils sont désemparés. Et ça peut nous donner les choses. Mais ça, c'est un problème qui est lié avec cette nouvelle génération et le problème dans la réalité de l'enseignement, de l'éducation et de l'ambiance qui existe maintenant en Europe. Il y a un deuxième aspect, c'est une chose qui est liée avec l'influence américaine sur ça. Vous comprenez, dans la réalité, les problèmes, on dit, qu'on affronte, ça remonte à la fin de l'Union soviétique. La fin de l'Union soviétique, il y avait une possibilité d'associer la Russie à l'époque avec l'ensemble de l'Occident et former quelque chose qui est viable pour résoudre les problèmes essentiels, pauvreté, etc. Beaucoup de choses, les problèmes du climat, toutes les choses dont on parle tout le temps. Ce n'était pas ce choix-là. Il y avait des gens qui ont été pour ça. J'ai beaucoup travaillé. Il y avait à l'époque secrétaire d'État américain James Baker. Il était un grand banquier. Il était pour ça. Mitterrand, Chirac, mon ami Chirac, il était pour ça, pour associer la Russie. Ce n'est pas le choix qu'ils ont été faits. À l'époque, aux affaires, arrivait un groupe. Le Bush-père, il les appelait les cinglés de sous-sol. Ils travaillaient dans le sous-sol de Maison Blanche, ils ne montaient pas. Mais depuis, ils ont monté. Et pendant ces 30 ans, avec Clinton, avec la guerre en Yougoslavie, avec la guerre en Libye, la diplomatie de BHL, toutes ces choses-là, avec les choses qui sont la guerre en Irak, s'il vous plaît, tout ça, et la politique de l'encerclement de la Russie, qui a primé. Pendant ces 30 ans, ces gens-là, ils ont déterminé le mainstream occidental. Pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Ils donnaient les éléments. Ils ont été malins, ils ont formé les gens, il y avait toute une politique de formation, New Leaders, ça s'appelle. Mais enfin, là, bref, toutes ces choses-là qui ont été ça. Je dois vous dire que ces gens-là, ils portent une énorme responsabilité de ce qui se passe. Énorme responsabilité. Quand je vous ai dit qu'ils ont été à côté de la plaque, c'est eux qui ont formé, qui ont déterminé la politique. Les sanctions, zéro. Le résultat n'est pas du tout de zéro. Sur le plan militaire, en Ukraine, vous connaissez bien que c'est un grand problème. Les Ukrainiens, ils ont manque d'effectifs, ils reculent, la situation est militairement dramatique pour les Ukrainiens, soyons très clairs. La Russie isolée, la Russie n'a pas de sanctions militaires, Poutine va mourir. Tout ça, ces gens-là, ils donnaient les éléments de langage, c'est leur analyse. Dans la réalité, ils vendaient la peau de l'ours avant de le tuer, ils prenaient leur désir pour la réalité. Absolument. Pour la réalité. Et ça, c'est un énorme problème. Il y a un élément qu'il peut nous quand même laisser réfléchir. Ces gens-là, ils ont été absolument à côté de la plaque. Sur le plan antérieur, je ne parle pas de la dissolution, mais la dissolution en Allemagne, par exemple. Vous savez, ces gens-là, ils ne savent pas gérer leur pays à l'intérieur. Scholz, il est dans la difficulté, il ne sera pas chancelier en février, tout ça, c'est les choses. Ils ne savent pas gérer leurs affaires. Pourquoi ils vont gérer les affaires du monde de la meilleure manière?
Mais ils se sont trompés d'une manière absolument évidente avec tous ces commentateurs de bas de gamme sur l'élection de Trump, s'il vous plaît. Et alors ça, c'est très Ça, important. c'est une élection. Et l'élection de Trump, c'est une claque à ces gens-là. Une claque à ces gens-là, ils ont reçu une sorte de claque devant le monde entier. Trump est élu, Trump représente une autre filière. En réalité, c'est les gens qui sont mondialistes, représente le capital financier. Trump, c'est quelqu'un qui représente l'industrie. C'est une autre vision. Il est plutôt isolationniste aux États-Unis. C'est une autre vision. Et sur le plan de l'Ukraine, sur le plan des priorités, on va en parler. Aussi, il change puisqu'il préfère la priorité donnée à la Chine, au soutien d'Israël, et l'Ukraine passe ailleurs. Mais simplement constatons que ces gens-là, tu as raison, intellectuellement, ils ont dominé, ils ont été complètement à côté de la plaque. Mais pour montrer quel côté de la plaque, j'ai dû utiliser mon livre pour donner les éléments, pour les montrer de quelle manière. Parce que, vous savez, je raconte comment la situation a évolué au fur et à mesure. Justement, Vladimir, il y a quelque chose qu'on ne peut pas manquer de voir, parce que c'est l'effacement de la supériorité intellectuelle autrefois réservée à l'Occident, qui était la patrie des commentateurs, mais des philosophes, et des philosophes politiques, l'époque de Clausewitz, mais l'époque de Raymond Aron, l'époque de Voltaire, plus anciennement. Il y a une manière de se désengager au fur et à mesure que l'Europe et les nations voulaient cesser d'être pour se fondre dans un grand tout qui n'existait pas. À partir du moment où ceux qui ont pris le pouvoir rêvaient de ne plus être ce qui les avait fait grands, mais d'être encore plus dans un rêve, quelque chose qui tenait du songe, mais tenait de la lubie inventée par nos principaux amis qui ne pensaient qu'à prendre notre place, c'est-à-dire les États-Unis, nous avons commencé à pratiquer une politique payée par la CIA de l'intégration européenne qui n'a mené qu'à nous désarmer vis-à-vis de nos intérêts principaux. La Russie, évidemment, était à côté, a échappé à cela parce qu'elle était l'antagoniste des personnes qui menaient la danse. Aujourd'hui, nous payons l'incompétence, l'aveuglement, et je crois que le durcissement de ce qui se passe aujourd'hui dans la guerre tient au fait qu'on veut absolument déclencher des catastrophes avant que Trump ne prenne la barre. Est-ce qu'on ne peut pas penser que ce qui se passe vise à mettre l'Europe au-devant d'une affaire qu'elle ne pourra pas gérer parce qu'elle n'existe pas? Il y a beaucoup de choses très vraies dans ce que tu dis. Si tu me permettais d'utiliser, de nuancer un tout petit peu, je vais te dire, il faut comprendre que la Russie, l'évolution de la Russie, c'était une évolution qui n'était pas du tout comme ça directe. C'est une évolution étape par étape. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Gorbatchev et j'étais porte-parole, s'il vous plaît, des antiputschistes autrefois, vous vous souvenez, au moment de la fin du communisme, c'est-à-dire j'ai travaillé aussi avec Helsinki. Ces gens-là, ils ont été, aujourd'hui, ils sont tous les deux détestés en Russie. Ils ont 2% d'avis favorables. Staline, il a 80%, d'où vient le mot. Les Australiens sont pour le courant majeur là-bas, parce que c'est un symbole de la confrontation avec l'Occident, et ce symbole aussi de la lutte contre les nazis, et aussi, franchement, de l'alliance avec l'Asie, avec la Chine, etc. Mais pour revenir à ça, au début, les Russes ne désiraient que de travailler avec l'Occident. Moi, ils ont été quelque part naïfs, mais quand même, et je porte aussi une responsabilité, parce que je représentais les meilleurs de l'Occident à l'époque, des gens comme toi, comme vous, parce que, et finalement, l'Occident n'était pas ça, l'Occident se révélait incompétent, se révélait prendre ses désirs pour les réalités, tout ça, c'est en fait le triomphe de la médiocratie dont tu parlais. L'évolution était là. Et l'évolution était, même Poutine au début, il était de ça. Oui, Parce que Poutine, vous vous souvenez, le 11 septembre, il fait le sport
les tours sont abattues, il prend le téléphone, il dit à Bush, nous sommes avec vous. Bush il a dit, qu'est-ce que je peux faire en revanche? Rien, nous sommes avec vous contre la lutte, contre les nazis, contre les islamistes, etc. Mais après, au lieu de faire ça, je me souviens de ma conversation avec Brzezinski. Il me disait carrément qu'il faut entourer de la Russie d'un cordon sanitaire. Des bases, on dit que c'est 800 bases, tout compris, peut-être pas 800, mais c'est l'ensemble des bases, y compris les bases de la CIA, mais au moins 400 bases dans le monde qui entourent la Russie. Et surtout, je tiens à vous raconter ça, parce que j'étais, dans ma longue carrière diplomatique, j'étais présent quand les Américains ont donné à ma présence la promesse de ne pas élargir l'OTAN. C'est une question qui est à la base de ce conflit aujourd'hui, parce que au temps de Gorbatchev, quand le Gorbatchev a imposé dans la réalité la réunification d'Allemagne contre l'avis de Mitterrand et de Thatcher, je me souviens, Baker est venu et à ma présence, j'étais copain à l'époque de ministre des Affaires étrangères soviétique Shevardnadze, il m'a pris avec lui dans la rencontre avec Baker qui a dit 2 fois en ma présence que les États-Unis ne vont pas bouger d'un pouce du côté de frontière avec l'Union soviétique. Après, Clinton arrive, la Russie plonge, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont dit jamais de la vie, il ne faut pas que la Russie décolle, etc. Mais ils ont nié l'essentiel de la civilisation russe, parce que les Russes, encore Churchill l'a remarqué, il y a une grande capacité de résiliation. Et à un moment donné, mais il faut dire qu'aussi il y avait une baraka, puisqu'ils ont eu plein de fric avec la hausse de 10 fois de pétrole. Et Poutine, à un moment donné, déjà, il a évolué, il a compris ça. Et il a prononcé un discours qui est un peu occulté aujourd'hui. C'était en 2007, c'était à Munich, à la conférence. On dit on ne recule plus et ça ne marchera pas, le monde multipolaire. Si vous voulez vraiment nier les problèmes de sécurité russe, à l'époque, dans un petit comité, on m'a raconté, dans le livre aussi, il était en tête-à-tête avec Madame Merkel. Et il a dit, vous continuez comme ça, et là, à l'époque, il a dit, ce sera la guerre. La guerre. Pour nous, c'est inacceptable. Pourquoi? C'est un truc physique, parce qu'on nous raconte que c'est la folie de Poutine, c'est un truc banal. Les Américains, c'est maintenant New York Times, il a publié 2 pages sur ça, ils ont installé 12 bases, je crois, de la CIA le long de frontières, et l'installation des bases et surtout des fusées à 5 minutes du Kremlin, c'est complètement, ça change la donne stratégique. Et Poutine il a dit, on n'en allons pas accepter. Plus l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN, contrairement aux promesses qui ont été données, non-élargissement de l'OTAN, c'est-à-dire à partir de 2008, c'était la conférence de Budapest, c'était un truc évident. Et là, c'était une évolution vertigineuse. Il y avait, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à cette conversation secrète entre Poutine, que je te donne la primeur, entre Poutine et Merkel, il y avait la possibilité de l'évolution avec du côté une autre évolution. Et après les choses, mais encore une fois, même après le changement, les Russes appellent ça un coup d'État en Ukraine, en 2014, il y avait la possibilité de l'évolution quand même pacifique de ça. Parce qu'il y avait les accords qui ont été conclus avec les Français, avec les Allemands et les Polonais, et c'est de la passation du pouvoir dans le cadre de la Constitution. Et Minsk. Oui, non, Minsk plus tard. Minsk, ça va venir. Mais je vais vous raconter. À l'époque, les accords, ils ont été conclus. Fabius, à l'époque, était ministre des Affaires étrangères, il part en Chine, il ne voit pas. Les Ukrainiens ils font un changement de régime, ils ne respectent pas ces accords, ils virent le président qui était légalement élu. Et à l'époque, c'est comme ça que l'affaire de la Crimée est apparue, puisqu'il y avait l'interdiction de la langue russe, et Poutine, il a fait ça. Deuxième chose, vous avez raison, même après, il y avait
ça a commencé d'une manière très rude, mais il y avait une possibilité de trouver le compromis, les accords de Minsk. Le Minsk 1, Minsk 2, etc. Ces accords qui ont été éminemment profitables pour l'Ukraine. Ils n'ont pas été respectés. Hollande et Merkel, qui ont été des garants de ces accords, il a dit on n'a jamais pensé les respecter. Allez, ils le disent maintenant. Jamais respecté. Pourquoi? Parce qu'il a dit notre seul but c'était d'alarmer l'Ukraine. Et alors, c'est ça qui a ramené les choses. Mais même après le début du conflit, je tiens à vous dire, moi j'étais diplomate quand même, les Israéliens m'ont raconté surtout, ils ont beaucoup travaillé, il y avait les accords qui ont été conclus. Au début avec les Israéliens, après l'accord le plus connu c'était l'accord d'Istanbul, c'était mars 2022. On aurait pu arrêter ça, on aurait pu sauver ça. Mais finalement, après Johnson, à l'époque Premier ministre britannique, il vient, il a dit jamais de la vie, jamais de la vie. On va vous armer, on va vous donner plein de fric, on va vous allez écraser les Russes bidons, il n'y a rien, les Russes sont nuls, etc. Mais c'était, vous savez, encore une fois, les erreurs d'analyse, la meilleure connaissance de l'histoire. Je vous ai raconté, j'ai rencontré un très grand personnage occidental et j'étais désemparé. J'ai dit, il faut qu'il relise Tolstoï pour ça. Alors, pour comprendre. Et vous savez ce qu'il m'a répondu, ça va dans le sens de ton analyse sur l'incompétence et l'absence de la culture. Il me regarde, non Vladimir, ces gens-là, ils ne doivent pas relire, lire Tolstoï. Ils doivent lire. Mais je vais te dire, Vladimir, on peut comprendre la position de nos grands alliés, dans la mesure où, si tu prends la situation en 1850, au début du Second Empire, la France, assez rapidement, c'est un État considérable, elle va avoir le Mexique, nos alliés vont nous faire partir du Mexique, elle a un empire aussi bien en Afrique blanche qu'en Afrique noire, un empire considérable en Extrême-Orient, au Proche-Orient, et tout ceci a été défait brin à brin, comme on défait le nid d'un oiseau, par ceux qui nous protègent et ceux qui nous aiment. À partir de ce moment-là, pourquoi ne penseraient-ils pas, nos grands amis, que c'est la manière de faire avec le monde, puisque les Anglais ont perdu les Indes, puisque tous ceux qui ne sont pas eux perdent tout au fur et à mesure. Donc, je crois qu'il y a une stratégie du réflexe acquis chez ceux que nous avons malheureusement imités en Europe, c'est-à-dire les stratèges du Parti démocrate américain, qui consiste à penser que tout ce qui est bon pour eux est bon pour nous. Et ce n'est pas vrai. C'est vrai, parce que ce qui est gravissime dans cet esprit d'universalisme, de l'oubli de l'intérêt national, dans la réalité, on oublie les choses tout à fait élémentaires. Et ça, c'est finalement, ça a ramené le monde maintenant au bord du gouffre. Et je pense qu'il faut revenir à cette nation qu'on a élaborée au moment de la chute du mur. Il faut revenir aux intérêts nationaux, d'une part, et d'autre part, on a dit, parce que le problème là-dedans aujourd'hui, que tout le monde est dos au mur. Et je réfléchis sur ça, j'ai eu, avec ma modeste expérience, beaucoup de fois l'épreuve de ça, que pour gérer les conflits, il ne faut pas les mettre les gens dos au mur. Il faut trouver l'équilibre des intérêts. C'est un mot qui aimait beaucoup Mitterrand, pour te dire la vérité, puisque je le vois avant de mourir, quand il était déjà très malade, une sorte d'adieu. Et les dernières phrases qu'il m'a prononcées, j'étais déjà, je sortais, il a dit, Vladimir, encore un mot, Gorbatchev n'appartient pas au passé, il appartient à l'avenir. Et son concept, l'équilibre des intérêts, pas le conflit basé sur la force, la confrontation, mais l'équilibre d'intérêts, ça appartient à l'avenir. Et ça, il faudra, parce que s'il y a une petite chance, franchement, je suis
les gens disent que je ne voudrais pas être alarmiste parce que vous comprenez, surtout maintenant, la veille de Noël, quand on publie ça. Mais en même temps, je pense qu'il faut, par l'expérience, je sais, pour ne pas gémir, il faut être bien prévenu. Et je vais vous dire, prévenir que la situation est gravissime. Il y a une petite chance quand même de sortir de ça, mais où tu as raison. C'est la période jusqu'à l'arrivée de Trump devant janvier, ce sera dramatique parce que les Ukrainiens, ils reculent. Parce que seuls certaines chaînes d'information qui nous racontent n'importe quoi, qui disent qu'ils sont en train de gagner, c'est n'importe quoi. Ils sont dans la situation dramatique. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de personnel, simplement, physiquement. C'est un problème qui existe. Et dans ce contexte-là, leur seul salut, c'est d'associer l'OTAN directement, les Américains concrètement, avant de l'arrivée de Trump, le maximum. D'où vient cette affaire de fusées de longue portée et d'où vient, vous avez vu la réponse de Poutine. C'est la première fois qu'il y a ce genre de réponse, parce qu'il faut comprendre le côté dramatique de la situation aussi dans le monde. Parce qu'avant, il y avait les lignes rouges que les Occidentaux eux-mêmes se fixaient. Maintenant, c'est la ligne rouge que Poutine a fixée. D'où vient sa réponse très rude. Et je tiens à vous dire, il le disait ça publiquement, et je pense que les Occidentaux, ils ont sous-estimé l'importance de ces alertes. On est vraiment au bord de ça, et c'était une influence parfois des médias. C'est vrai que les militaires ils sont beaucoup plus pointus, parce que vous savez que le Pentagone, elle n'est pas d'accord avec même avec ce qui se passe avec les choses comme ça, il n'est pas heureux. Il est obligé d'appliquer, parce que ça. Mais quand même, la situation sur ce plan-là est dramatique. J'espère que la Providence sera avec nous pour éviter, parce que vous savez, si ça commence à déraper, si les Ukrainiens frappent, comme ils disent, ils utilisent les armes de sabotage, autrement le terrorisme, qu'ils frappent les stations nucléaires, il y a cette aventure qui était une aventure terrible pour les Ukrainiens, parce que vous savez, à Kursk, on disait qu'ils sont en train, parce qu'ils sont encerclés, ils ont perdu les meilleurs, moi je suis d'origine ukrainienne, ils ont perdu les meilleurs hommes là-bas. C'est une situation vraiment très dangereuse. Et si on n'est pas lucide, et si on prend ce désir dans la réalité, je vous prédis vraiment des choses dramatiques dans le monde. Mais Vladimir, souviens-toi de Khrouchtchev tapant avec sa chaussure sur le bureau de l'ONU. Et les menaces, ça faisait partie aussi de la panoplie de la confrontation Est-Ouest à un moment. Simplement, elle n'était pas forcément prise au sérieux. Je vais te dire, il y a une grande différence. Oui. D'où vient la nécessité d'analyser Poutine vraiment d'une manière, la psychologie de Poutine. Parce que, vous savez, je suis obligé de leur donner les éléments. Dans le livre, je mène une enquête, comment il était formé, comment il réagit, etc. Poutine n'est pas Khrouchtchev. Poutine, il va jusqu'au... En réalité, c'est un psychorigide, j'utilise le mot. Oui, je te dis. Pourquoi le psychorigide? Parce que c'est quelqu'un qui était... Si vous voulez connaître vraiment, je n'ai pas le temps de vous raconter ça maintenant, mais quand même, il était formé dans le milieu très modeste. C'est un garçon de la rue. Il a assimilé les règles de la pègre qu'il a formé. Les règles de la pègre, c'est aller jusqu'au bout. Être très pragmatique, mais attaquer le premier quand les batailles est inévitable. Tout ça, c'est les règles qu'il applique à la géopolitique. Et ça, c'est un garçon qui, franchement, qui ne recule pas. Ne recule pas. J'ai parlé avec les gens qui l'ont connu avec l'enfance, ils se battent. Et ça, c'est un côté psychologique qu'il faudra prendre en compte. En même temps, il est très pragmatique. D'où vient une certaine retenue? Parce que, vous savez, c'est quelqu'un qui agit comme un spécialiste de judoka. C'est un grand judoka. Il agit comme quelqu'un qui connaît les arts martiaux asiatiques. Il se retient. Et il faut dire que tout en montrant cette capacité à ne pas sous-estimer, ce n'est pas du tout le bluff. On vous raconte n'importe quoi, vraiment. On dit les Russes sont nuls, c'est le bluff, c'est pas grave, etc. La situation est gravissime. Et la différence entre ces gens-là
qui n'ont jamais participé à la guerre, mais ne connaissent pas le Kremlin. J'étais au Kremlin. Je vous parle, et franchement, je vous partage. Je ne porte pas jugement ni sur les uns ou les autres. Je partage simplement mon expérience sur ça, et je vous alerte. La situation sur ce plan-là est dramatique. Alors ça, c'est les choses qu'il faut comprendre. C'est quelqu'un qui peut aller très loin. Il a les moyens. Vous comprenez, même, je vais vous dire, soyons très clairs. Vous savez combien d'abus les Russes aujourd'hui ils produisent? Non. 5 millions d'abus par an. Combien la France, dit le ministre français? 45 000. Proportion, pour que vous compreniez. Vous savez, il y a, disons, 6 000 têtes nucléaires en Russie, avec les fusées, etc., multiples, dont le dernier fusée. Une suffit, hein. On n'a pas besoin de 45 000 têtes nucléaires. Non, pour être franc, tu dis, certains gens vont dans ton sens, la majorité. Moi, je dis 2. Pour la France. Mais, disons, c'est une chose, Boulava, ça suffit à un. Et ça, c'est une chose. Et on est là, ce qu'il faut comprendre, on n'est pas loin. Et ça, c'est une chose. Mais pour revenir à ces choses-là, vous savez, on parle souvent les Américains ont donné le feu vert sur les fusées de longue portée. Combien ils ont encore une fois, la CIA. 85. Non, 50. Dit la CIA à travers son porte-parole qui est New York Times, et c'était republié la semaine dernière par Time de Londres. 50. 85, c'est vrai, parce qu'il faut calculer aussi les trucs français, les trucs, les Anglais. Le général de Gaulle, quand il avait enterré les fusées au plateau d'Albion, avait creusé des sillons tellement profonds que pour détruire le stock nucléaire français, il fallait utiliser une telle quantité d'armes nucléaires que les vents auraient ramené sur tout l'hémisphère nord les radiations produites par l'explosion française. Donc, il pensait qu'il suffisait de la promesse que tout le monde soit mort pour que personne n'attaque. Mon cher Jean-François, tu reviens aux grands esprits. Aujourd'hui, les gens ne calculent pas comme ça. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Et puis, il y a une légèreté par rapport à mon époque. J'étais à l'époque spécialiste de contrôle des armes. Je tiens à vous dire, à l'époque, les gens étaient très lucides. Oui. Et ils savaient, par exemple, aujourd'hui, on dit que le Poutine a changé la doctrine militaire. La doctrine disait que si vous utilisez massivement même les armes conventionnelles avec votre participation, il peut utiliser les armes nucléaires tactiques. Pourquoi? C'est une chose encore une fois banale, parce qu'il y a une supériorité numérique des gens de l'OTAN. C'est plus compliqué que ça, mais quand même, supériorité numérique des gens de l'OTAN. Et les Russes, ils ont la supériorité évidente dans le domaine nucléaire, notamment sur les armes tactiques nucléaires. Il y en a une supériorité 1 à 10 sur le théâtre européen. Mais c'était la doctrine, je rappelle ce que autrefois, pendant la guerre froide, il y avait une doctrine même occidentale qui disait à peu près la même chose, qui disait, c'était officiel, c'était connu par les spécialistes et par les militaires, les Russes, ils ont une supériorité dans les chars, s'ils bougent du côté de Berlin, nous utilisons les armes tactiques nucléaires. C'était la même chose. Mais simplement, à l'époque, il y a une différence que tu as très bien ressentie à propos de la mentalité. Les militaires, à l'époque, dans les deux camps, ils savaient que l'utilisation, une fois, des armes tactiques nucléaires peut provoquer l'engrenage, c'est-à-dire une semaine exactement, la fin du monde, Armageddon, comme je dis, ou l'apocalypse. C'est-à-dire les choses comme ça. Et mon cher Jean-François, je les connais, ces gens, encore une fois, on revient à cette légèreté des gens d'aujourd'hui. Ils pensent qu'ils peuvent maîtriser, ils utilisent maintenant un terme exquis pour moi, les gens qui n'ont jamais été dans les choses militaires, ils disent on maîtrise ça, il a dit ça, maîtriser l'escalade.
C'est n'importe quoi. On ne maîtrise pas On l'irrationnel. ne maîtrise pas l'escalade, c'est n'importe quoi. Et surtout, ces gens-là, il y a beaucoup de choses beaucoup plus graves, même chez certains militaires de deux côtés, il faut le reconnaître, chez les Russes, etc., que l'utilisation d'une arme nucléaire tactique ne va pas susciter l'apocalypse une semaine plus tard. Et ça, c'est une chose gravissime. Gravissime surtout pour les gens, vous savez, qui connaissaient les grands spécialistes militaires d'autrefois, qui étaient absolument unanimes. Et aujourd'hui, cette légèreté des gens qui n'ont pas connu la guerre, qui connaissent la guerre dans leur ordinateur, et qui en plus transposent leur désir de la réalité, ils ont été à côté de la plaque, je prouve dans le livre, tout le temps. Ils ont été à côté de la plaque, mais disons, ils ont été à côté de la plaque à l'intérieur. Ils se trompent pour leur propre destin. Pourquoi vous voulez qu'ils ne se trompent pas sur les choses? Disons, prenons les choses. S'ils se trompent sur la dissolution, pourquoi ils doivent pas se tromper? Ah, mais c'est surtout ceux-là. Ceux-là, ce sont des gens qui se trompent par fonction, par vocation, par vice et peut-être même par passion. Il y a une Exactement. folie de la volonté de se tromper qui est pratiquement digne du Pérubus et Alfred Jarry au pouvoir. Il faut dire que les Américains, vous savez, ça c'est carrément en Europe ici, mais je tiens à vous dire, sur les Américains qui se trompaient lourdement, je vous racontais cet esprit qui est en train de terminer avec néoconservateurs qui ont été à côté de la plaque, mais quand même, il faut dire que dans leur esprit, on peut trouver un peu de rationalité. Ils voulaient casser cette alliance énergétique entre la Russie et l'Allemagne. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils voulaient que l'Europe se rallie avec l'OTAN. Ils voulaient que la Finlande et la Suède rentrent dans l'OTAN. On peut trouver quelques arguments, mais simplement plus généralement, le monde plus que jamais divisé. Ils ont créé vous savez, ma femme est persuadée que qu'elles ont créé la popularité de Poutine. Parce que, vous savez, on peut faire, quand il voulait, il disait, il faut scinder la Russie en plusieurs pays, 5, 35, n'importe quoi. Évidemment, il y avait la réaction russe. Quand ils interdisent les artistes russes ou brûlent le livre de Tolstoï en Ukraine comme maintenant, évidemment, il y a une réaction de la popularité. Bien, bref, tout ça, mais simplement, aujourd'hui, on arrive à un moment de la vérité, où il faut être très lucide. Il n'y a pas d'hystérie, et Dieu sait, moi je suis loin de l'hystérique, lisez le livre, moi je suis très pointu, je donne les éléments de l'analyse, lucidité et une certaine volonté. Je tiens à presque terminer avec une chose, on parle souvent des valeurs, et je tiens à rajouter, moi qui étais un grand combattant de la liberté, avec mon rôle de la fin du communisme, je tiens à vous dire, maintenant il faut rajouter à cette panoplie une notion qui est très importante. Nous avons l'ennemi commun aujourd'hui. L'ennemi commun, c'est la guerre mondiale. Bien sûr. L'apocalypse. Et il faut rajouter à la notion de la liberté, la notion de la paix. Dans les valeurs qu'on défend, il faut que la paix soit présente. Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin. Peut-être as-tu une question à poser, Joël, pour finir? Oui, moi j'ai une question qui m'intéresse beaucoup, et qui intéresse surtout les gens qui sont dans notre monde européen là. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi et comment il se trouve que tous ces pays-là d'Europe, qui sont censés être avancés, éduqués, qui ont des valeurs, ne sont pas capables de dépasser leurs intérêts propres et particuliers et ne pas dépasser tout ça pour qu'en matière de politique étrangère et de stratégie politique, ils ne soient pas capables de dépasser tout ça pour être un ensemble commun suffisamment fort pour créer une sorte d'élément de stabilisation entre les uns et les autres. Les Européens semblent avoir été sans arrêt dominés par les Américains depuis des années. Les Américains n'ont pas arrêté de faire des erreurs. Nous avons sans arrêt copié, nous, Européens, sans jamais penser que nous avions nos propres capacités. Bien sûr, il y a le problème de lucidité de l'Europe.
Mais je pense qu'aujourd'hui, il s'agit d'un moment si grave que c'est l'intérêt de tous, de tous. La priorité doit être donnée maintenant à la nécessité d'éviter l'apocalypse, éviter la guerre mondiale. Et sur ce plan-là, je pense que tout le monde doit gérer ça d'une manière très pointue, être très lucide, et d'autre part, c'est surtout comprendre qu'il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit même pas de l'Europe, il s'agit des générations futures. Il faut penser à nos enfants et à nos petits-enfants, surtout la veille de Noël qui nous attend. Vladimir, je te remercie. Merci beaucoup, Vladimir. Merci, Et merci, Jean-François. véritablement de ce bon moment. Mais on ne peut pas demander plus aux nations européennes et au monde qu'on a pu demander aux petits-enfants de Charlemagne. Il y a toujours un moment où les empires se défont. Ça, malheureusement, c'est la pente humaine. Bien sûr. Merci.